Bonjour, je m'appelle Arnaud Laurent, je suis comédien et je suis la voix française de Natsu dans Fairy Tail ou encore de Ban dans les Seven Deadly Sins, de Dabi dans My Hero Academia ou Toge dans Jujutsu Kaisen. En partageant tes états d'âme avec tes enfants, tu croyais pouvoir renouer avec ta famille? Tu espérais naïvement devenir un homme meilleur en choisissant de te tourner vers l'avenir? Faut croire que t'as pas eu le mémo, alors permets-moi de t'expliquer! Le passé, on ne l'efface jamais. J'étais déjà venu à une époque, sinon en général non, quand je venais c'était plus en tant qu'invité mais pas forcément invité officiel. L'an dernier par exemple j'étais invité, j'étais au stand de All Geeks parce que celui qui tient All Geeks est un ami et donc il m'avait proposé de venir pour rencontrer un peu les fans. Mais dans le général c'est rare que j'y viens en tant que festivalier, même si j'adore les mangas, j'avoue que j'aime un peu moins le monde. Dans le doublage, tu veux dire, ou général? Moi, j'ai 40 ans, je suis la génération Club Do, donc je suis tombé dans le manga par le Club Dorothée, les Chevaliers du Zodiaque, Dragon Ball, Nicky Larson, tout ça. Et j'adorais ça quand j'étais petit. Après, j'en ai regardé un petit peu moins, et dans les années 2000, quand j'étais au lycée, j'avais un pote qui avait plein de mangas, et j'ai commencé à en relire et à en revoir beaucoup, et donc là je m'en suis fait plein. C'était en plus l'époque où il y avait un peu le Big Three comme on dit, il y avait One Piece, Bleach et Naruto, et donc là j'ai beaucoup enchaîné, j'ai lu Hunter x Hunter, j'en ai lu plein, je me suis relu les Ken du coup, et j'ai découvert une autre facette des Ken, des choses comme ça, quoi. C'est vraiment par les potes en fait. Alors le doublage, moi j'ai toujours... c'est venu assez tard, hein, mais j'adorais les séries, les films, et puis notamment les animés. Et puis très vite, en fait, je me suis attaché aux voix françaises et je m'amusais à reconnaître quelle voix doublait qui. Et un jour, j'ai eu un déclic et je me suis dit, ok, en fait, ces émotions qu'on m'a transmises, j'ai envie moi aussi de les transmettre. Et donc, j'ai commencé à prendre des cours de théâtre et je me suis renseigné pour pouvoir réussir à faire du doublage, comment faire. Et alors le fait que je sois tombé dans les animés, c'est complètement par hasard. C'est que quand moi j'ai débuté, je suis monté à Paris et il y avait une association à l'époque qui s'appelait Goto One, qui faisait des détournements sur Internet. Et j'avais rejoint cet asso et ils donnaient des petites formations de doublage comme ça. Donc comme ça, j'ai un peu appris la technique. Et cette association a créé une boîte qui s'appelait One Take et qui a ensuite, dans les années 2010, doublé beaucoup de programmes. Et c'est là où j'ai eu la chance d'être pris pour Fairy Tail. Donc en fait, le fait que j'ai été pris surtout sur des animés au départ, c'est plus par hasard. Il se trouve que ça correspondait très bien à ma culture et que j'étais très content d'être dedans. Mais voilà, et après, j'ai développé un peu plus. Je suis allé démarcher pour d'autres horizons et pas que rester dans l'animé. Ah, le théâtre, c'est indispensable pour le doublage. Pour moi, les meilleurs comédiens de doublage, ce sont ceux qui savent jouer la comédie. Donc, la plupart, les comédiens de doublage qui, moi, m'ont le plus marqué, ceux des années 80-90, puisque c'est ce que je regardais quand j'étais petit. C'était avant tout au départ des comédiens qui étaient au théâtre, au ciné, et puis ils sont tombés par hasard dans le doublage. Mais ils avaient déjà une vraie formation, ils savaient incarner un personnage, et ça se sentait, on sentait que, voilà, que c'était vivant. Et après, ça s'est un peu perdu. Alors, il y a toujours des très bons comédiens, mais surtout dans les dernières années, on va dire que le doublage est devenu un peu une fin en soi pour beaucoup. Alors que quelque part, la base de tout, c'est vraiment... Alors je dis le théâtre, mais on peut aussi prendre des cours de théâtre avec des cours d'acting ou des choses comme ça. Mais globalement, le théâtre, pour moi, savoir jouer la comédie, c'est... si on veut transmettre des émotions aux gens qui regardent, c'est indispensable de savoir jouer et d'aller au théâtre. Et maintenant, c'est un complément dans ma vie, c'est-à-dire que j'ai le doublage qui me fait principalement vivre et j'ai la chance aussi de pouvoir jouer sur scène le soir et c'est un plus pour moi, pour m'amuser et pour... voilà. De plus en plus rare, ouais, exactement. En fait, comme je te l'ai dit, la plupart de ceux qui veulent faire du doublage maintenant, ils ont tellement l'envie de faire que du doublage qu'ils essayent de faire que ça dès le départ. Et donc, ils font pas forcément de théâtre. Après, s'ils réussissent, c'est bien, mais... Et il y en a certains qui s'en sortent très bien, même sans avoir jamais fait de théâtre, mais bon, chacun est différent, ils ont peut-être pris des cours d'acting ailleurs, je ne sais pas. Mais c'est plus rare, effectivement, que des gens qui viennent du théâtre arrivent par hasard dans le doublage, tout simplement parce qu'il y a beaucoup plus de monde. À l'époque, c'est parce que ça manquait de monde dans le doublage. Donc, un comédien qui faisait du doublage, il disait « Tiens, on a besoin de quelqu'un. Ah, ça tombe bien, hier soir sur scène, j'ai vu un ami à moi qui était sur scène, il était vachement bien et il a proposé de venir. » Et c'est comme ça que les choses se faisaient. Maintenant, on est tellement nombreux déjà dans le milieu qu'on n'a pas besoin d'aller chercher ailleurs. C'est les gens qui viennent eux-mêmes demander à travailler. À une époque, ouais, ça nous embêtait beaucoup, ce qu'on appelle nous le star talent, qui est le principe que parce que la personne est connue à l'extérieur, elle va ramener des gens.
Et donc, on leur fait faire des doublages qui pourraient être faits par des comédiens qui ont l'habitude de faire du doublage. Alors après, il y a des star talents assez intelligents. Moi, je donne l'exemple, par exemple, de Franck Dubosc dans Le Monde de Nemo, où il double le père de Nemo, donc marin. Et il a fait un travail incroyable. C'est-à-dire qu'à aucun moment, tu reconnais Dubosc. Il a incarné le personnage, il s'est oublié, il a mis le personnage en avant. Mais tous les comédiens qui ont l'habitude, ou tous les acteurs qui sont au cinéma, n'ont pas cette force-là. Parce qu'au cinéma, tu te mets en avant toi en premier. Et le doublage, il faut accepter le fait que c'est pas toi que tu vas mettre en avant, c'est le programme que tu doubles. Donc il faut que tu t'oublies derrière le personnage. Et il y a des acteurs qui y arrivent moins bien. Alors après, à partir du moment où on prend un acteur pour faire du doublage, ça me dérange moins. Parce qu'il sait jouer la comédie. C'est une spécificité, le doublage du métier d'acteur. Donc quelque part, c'est assez logique. Si on en vient à faire du star talent avec des footballeurs, comme ça a été à certains moments, ou des chanteurs, là pour moi, ça n'est pas bon. Dans le sens où, en fait, on décrédibilise notre travail. On fait croire que n'importe qui peut faire ça, alors que ce n'est pas vrai, c'est un métier. C'est comme si moi je disais, je tape un peu dans le ballon si j'allais jouer avec l'équipe de France. Voilà, c'est pas au même stade, mais c'est un peu ça. Et qu'en plus, ça nivelle vers le bas le niveau des doublages, dans le sens où moi, je sais que quand je vais voir un programme en français, j'ai envie d'en prendre plein les yeux, j'ai envie d'en prendre plein les oreilles, j'ai envie que quand les comédiens, les personnages parlent, d'avoir des émotions, d'être portés. Et de plus en plus, avec certains star talents, comme par exemple s'il peut y avoir des footballeurs, les gens ils vont aller voir par curiosité, et puis en sortant, ils vont faire « Oh il s'en est bien sorti ». Et je trouve ça dommage de sortir d'un truc en disant « Hop, c'est pas mal », au lieu de se dire « Waouh, j'ai vraiment pris une grosse claque ». Et c'est ça qui m'embête plus, c'est qu'en fait, voilà, on fait croire que tout le monde peut faire n'importe quoi, et c'est pas le cas, c'est un travail, et ça s'apprend, et tout le monde n'est pas capable de le faire non plus. Oh, il y en a tellement. Il y en a tellement, je pourrais... Éric Legrand, puis pour rester dans les animés, la voix de Vegeta et de Sayar dans Les Chevaliers du Zodiaque, Brigitte Lecordier évidemment, Patrick Borg, ça si on reste dans les animés, Marc Lesser. Après, si on sort un peu des animés, moi il y avait Thierry Vermut que j'adorais, qui est encore directeur artistique et qui joue beaucoup, qui était la voix de Dawson ou des Tintins dans les années 90, qui moi ont bercé mon enfance. Emmanuel Curtil, pour moi un des plus grands comédiens de doublage, qui est la voix de Jim Carrey, de Matthew Perry. Qui est une de mes sources d'inspiration, vraiment, dans mon travail, qui m'a donné envie de faire ce métier. Un qui est mort, qui s'appelle Jean-Claude Michel, que j'adorais, qui était la voix de Clint Eastwood, et de Leslie Nielsen dans Les Y a-t-il un flic? Mais ça, c'est des vieux films, mais moi, j'adore, c'est mes références. Voilà, Luc Hamet pour Retour vers le futur, enfin, voilà. En gros, tous ceux qui ont bercé mon enfance et qui m'ont apporté des émotions, pour moi, sont devenus des références et des gens que j'admire. Et quand je travaille avec eux, je suis un gamin. Alors, je leur dis pas que je suis un fanboy, mais je suis un gamin quand même. Attention! Parler de boîte de doublage me permet de vous parler rapidement d'un terme qui est souvent mal usité. Je pense que certains me voient venir. C'est effectivement le terme de doubleur. How to make a VF, c'est une idée qui est venue... En fait, quand j'ai fait la Japan Expo Centre l'an dernier, on a fait un Twitch à un moment pour présenter un peu. Donc, il y avait Jean-François et Thomas, les co-créateurs de Japan Expo. Et à un moment, on en a venu à parler de doublage et j'ai commencé à parler de ce à quoi on faisait attention au niveau technique, genre les labiales, c'est-à-dire les me, les be, les peu, des trucs comme ça. Et j'ai parlé pendant 5-10 minutes et Thomas a trouvé ça super intéressant. Il m'a dit c'est vachement intéressant quand tu parles, en plus c'est des techniques on ne le sait pas forcément, c'est des choses qu'on ne sait pas, c'est chouette. Est-ce que ça te dirait qu'on essaie de développer un projet pour parler de ça et pour s'attarder là-dessus? Et moi je lui ai dit bah ouais, attends, bosser avec la Japan Expo, évidemment. Et donc on s'est revus un peu plus tard, on a commencé à réfléchir à un concept, de voir de quoi on pouvait parler, et c'est là qui est né, donc le titre est venu un peu plus tard, How to make a VF, et où au départ, où on devait s'attarder sur l'enregistrement en lui-même, je me suis dit que j'aurais pas assez de contenu juste pour l'enregistrement, donc autant aborder toutes les autres parties qui interviennent pour créer une version française, c'est-à-dire l'adaptation, donc la création de la bande rythmo que l'on lit en studio, la direction artistique, qui sont ceux qui dirigent les doublages, l'enregistrement en lui-même, où je vais plus en détail en revenant sur la technique, comme les labiales, des choses comme ça, et puis le mixage, qui est la dernière partie, avant d'arriver à la version française. Et comme moi, c'est ma passion et que j'adore en parler, je me suis dit que ça pouvait être chouette, et Thomas m'a fait confiance, et j'espère que le résultat aura plu. À la fin de la conférence, tu as mentionné une première version, tu faisais juste référence à celle de dimanche ou tu comptes la refaire à d'autres événements? C'est par rapport à dimanche, principalement. Après, Thomas m'avait dit, si ça marche, si le public aime bien, si ça ramène des gens, eh ben on réfléchira à peut-être essayer de le décliner. Pas forcément. Alors là, on s'était dit qu'il valait mieux le garder dans le contexte de Japan Expo, dans le sens où au moins on est sûr qu'il y a des gens qui vont venir et qui sont intéressés et qui sont là et qui sont déjà là et donc qui viendront. C'était un peu dangereux et difficile de le faire en extérieur et ailleurs.
Donc c'est pour ça, c'est la première et deuxième version. Et peut-être que si ça leur a plu, quand Thomas l'aura vu, s'il a bien aimé, s'il y a eu du monde, s'il a des bons retours, peut-être qu'il me proposera de le refaire, peut-être l'an prochain ou dans d'autres Japan Expo, la Centre, la Sud, je ne sais pas. Mais maintenant, en tout cas, elle est faite. Alors, il est très possible que j'y apporte des modifications quand j'aurai aussi vu les retours. Et si quelqu'un me fait des retours constructifs, j'essaierai de reconstruire autour. Mais au moins, ça c'est fait, elle est prête. Et s'il y a besoin de la refaire, ce sera avec plaisir que je la referai. Alors déjà, c'est une question de temps. On a beaucoup plus de temps pour enregistrer un film que pour enregistrer des animés, pour des questions de budget. Pour un film, on va avoir environ 5 jours pour enregistrer un film entier, ou enregistrer tous les rôles. Alors qu'une série, par exemple, on va faire 3 épisodes en 5 jours, donc c'est déjà un peu moins. Et des animés, en général, il faut aller beaucoup plus vite parce qu'il y a moins de budget. Les jeux vidéo, c'est encore autre chose. Surtout que les jeux vidéo, c'est une autre technique, dans le sens où on n'aura pas de bande rythmo dans les jeux vidéo, ou très rarement, sauf s'il y a des grandes scènes dans des grands jeux. Mais en général, les jeux vidéo, on n'a que l'onde sonore, on écoute ce qu'il a fait en VO et on refait tout de suite derrière, et on fait phrase par phrase. Donc c'est encore une autre pratique, et donc le temps se calcule différemment encore. Par exemple, pour un jeu vidéo entier, ça dépend du rôle, mais si tu as dans les mondes ouverts, par exemple, un rôle qui à un moment va accompagner le héros pendant, je sais pas moi, 2-3 chapitres ou plusieurs heures de jeu, en général, tu vas l'enregistrer en 1 heure, pas beaucoup plus, parce que voilà, tu fais vraiment toutes les bandes son les unes après les autres. Et le documentaire, là, en général, c'est encore autre chose, c'est plus rapide aussi. Les documentaires, notamment ce qu'on appelle le voice-over, c'est-à-dire qu'on entend encore la VO et qu'on parle par-dessus. Là, comme on n'est pas obligé on n'est pas contraint par la synchro, on va plus vite. C'est-à-dire que très souvent, on ne regarde même pas avant. On y va et on y va direct. Et si c'est bien, on enchaîne. Et si c'est pas bien, on essaie de refaire. Mais voilà, c'est beaucoup plus rapide au niveau de l'organisation. Et en termes de technique de voix, qu'est-ce que ça change? Peu de choses, dans le sens où c'est de toute façon jouer de la comédie. Donc, quelque part, la voix, elle s'adapte au personnage que tu joues. Au niveau de la technique de voix, je vais dire que l'animé va peut-être demander un peu plus d'énergie parce que c'est plus... Et voilà, c'est une espèce de petite boule d'énergie qu'il faut toujours avoir. Ce sont des sentiments toujours très sincères, mais exacerbés dans tous les sens du terme, dans une direction puis dans l'autre. Alors que quand on va doubler ce que j'appelle du live, c'est-à-dire des comédiens qui existent comme des séries et des films, ça va être plus la vie de tous les jours. Donc ce sera un peu moins d'énergie, enfin ça dépend quel rôle, mais ce sera un peu plus de la finesse dans le jeu, ce sera un peu plus précis. Donc au niveau de technique vocale, il n'y a pas grand-chose qui change. Il faut juste qu'effectivement, quand tu doubles des animés, comme Natsu dans Fairy Tail, faut avoir une voix, faut savoir maîtriser sa voix. Faut savoir que faut avoir une voix exercée parce que tu cries beaucoup. Et les jeux vidéo aussi, quand tu doubles un jeu vidéo, un monde, par exemple, tu fais des personnages dans le multiplayer et que c'est que des mecs qui crient grenade, à terre, machin, et donc pendant 2 heures, tu fais que des phrases comme ça où tu cries très fort. Là, il faut que ta voix soit rodée aussi. Ouais, bien sûr. Donc l'adaptation, on va créer la bande rythmo dont je parlais, qui est cette bande qu'on a en studio et qui défile en dessous de l'écran, en dessous de l'image, et avec une barre rouge. Et quand on lit le texte au fur et à mesure où le texte arrive sur la barre rouge, s'il a été bien écrit par l'auteur, enfin l'adaptateur, en théorie, le texte sera raccord avec le mouvement des lèvres du personnage. Donc l'adaptateur, ce qu'il va faire, c'est que, il va préparer le texte, il va repérer d'abord les débuts et les fins de phrases, il va détecter ce que je disais dans la conférence, les changements de plan, les labiales, plein de petits détails techniques comme ça. Il va écrire son texte et il a une traduction littérale au départ que lui a donné le client, et il va réécrire cette traduction de manière à faire attention à tous ces détails techniques et que, une fois que la bande rythmo est faite, il faut vraiment qu'il n'y ait plus rien à faire en studio. Il faut normalement que le comédien, il ait juste à lire le texte et à interpréter, pas se poser de questions, et ça doit rouler. Donc il faut que ce soit bien raccord, il faut qu'il n'y ait pas trop de mots, il ne faut pas qu'il n'y ait pas assez de mots. Voilà, il faut que ce soit bien écrit, que ça veuille dire quelque chose, que les dialogues se répondent, plein de choses auxquelles il va faire attention. Et donc c'est ce que j'ai fait dans mes débuts, où on avait besoin d'adaptateurs, et donc on m'a rapidement formé pour des petites adaptations. Et j'ai trouvé ça super intéressant, mais c'est aussi très fatigant. Et c'est pour ça que je n'ai pas continué, parce que quelque part, le rôle du comédien est chouette. C'est que tu rentres, tu te donnes à fond pendant 1 heure, voire peut-être une journée éventuellement, et puis tu repars et puis tu n'as plus rien à faire. Là, l'adaptation, il faut compter quand même pour un épisode de 20 minutes, il faut compter 20 heures de travail. Donc, et là, je parle en animé. C'est-à-dire qu'il ne faut pas faire, c'est beaucoup moins précis que si tu fais des séries, des films. Donc, c'est très fatigant, et c'est pour ça que moi, je n'ai pas trop continué là-dedans, parce que je suis un peu flemmard. Alors, curieusement, je ne suis pas sûr qu'il y ait des énormes différences Ça dépend un peu du client, effectivement. Mais globalement, de toute façon, dans le doublage, il y a une charte
de tarifaire par rapport au nombre de lignes, des choses comme ça qu'on est censé respecter. Donc, quel que soit le client, s'il respecte vraiment la charte, dès qu'il y a un nombre de lignes particulier, on sera payé tous de la même manière. Parfois, après, par contre, il y a ce qu'on appelle le DADR qui va être les droits qu'on nous achète pour après utiliser notre voix où on veut sur le programme. Et là, c'est un pourcentage qui varie sur le cachet et qui varie en fonction de si ça va aller sur Netflix, si ça va être à la télé, des choses comme ça. Mais globalement, non, j'ai pas eu de grosse différence. Alors, Animation Runner Kuromi, c'est très drôle que tu m'en parles parce que c'était vraiment mes tout premiers. C'est-à-dire que c'était à l'époque, dans les tout débuts de OneTech, c'était des petites choses, c'était un petit programme qui a été apporté, qui sortait un peu de nulle part. Et donc, on a fait un peu ça à notre manière. Et moi, je fais quasiment rien. Je fais juste je dis time journey 2 ou 3 fois dans le truc, de façon différente. Et c'est vraiment mes premières armes, quoi. Donc c'est marrant que tu cites ça. C'est rare. Alors après, ça dépend des... En fait, les comédiens, on finit tous un peu par savoir qui on est tous les uns les autres. Certains vont avoir des affinités les uns avec les autres et vont finir par se voir en dehors comme des potes, devenir amis. Mais sinon, très souvent, effectivement, tu vas rencontrer plus les autres comédiens. Soit tu vas te croiser, il y en a un qui sort pour d'enregistrer et l'autre qui va enregistrer. Donc c'est à ce moment-là qu'on se parle un petit peu. Mais si on sort de l'animé, comme ceux qui font des animés ne font pas forcément que des animés, ils font aussi des séries et des films. Sur les séries et les films, on a parfois des chances de se retrouver quand même à jouer à plusieurs. Ils essayent au maximum de le faire, au moins 2. Et donc, tu as plus de chances de retrouver tes potes et de pouvoir éventuellement jouer avec eux et de partager. Mais en soi, en dehors, sauf si tu te lis d'affinité avec quelqu'un, théoriquement, non, il n'y a pas vraiment d'autre endroit pour croiser les gens, à part en studio ou en dehors des studios, quoi. C'est ça, ouais. Comment c'est possible? C'est possible qu'on a toujours enregistré tout seul l'un et l'autre et qu'on a... Alors, peut-être qu'on s'était croisés, mais on ne savait pas qui on était ni l'un ni l'autre. Et ce qui est très drôle en plus, c'est que c'est pas seulement Natsu et Gray, c'est qu'aussi dans l'Attaque des Titans, on fait Bertholdt et Rainer. C'est-à-dire qu'on est aussi un autre duo, on était tout le temps ensemble. Mais vraiment, il y a 2 ans, on s'est rencontrés parce qu'on est venus, je sais plus, tous les deux pour un enregistrement chez Timeline Factory. Puis on s'est vu, on a fait, dis donc, toi t'es la voix de Natsu, toi t'es la voix de... Oh, c'est fou, on s'est jamais vu. Et voilà, et on a rigolé, mais... Ouais, pendant 9 ans, je ne savais pas quelle tête avait le comédien qui doublait Gray, parce qu'on n'était pas convoqués les mêmes jours ou des choses comme ça, et on s'était pas croisés, quoi. Et c'est vrai que c'est assez fou de se dire ça. Je crois qu'on a été convoqués tous les deux pour un autre animé par la directrice qui s'appelait Mélanie Anne, qui est aussi celle qui dirige l'Attaque des Titans, enfin en partie, et Fairy Tail. Et elle nous avait convoqués pour des petits rôles tous les deux. Donc parfois, quand c'est des petits rôles et qu'il faut aller plus vite, là, on peut être à plusieurs. C'est plus rare, mais ça arrive. Et donc là, on était tous les deux. On s'est retrouvés ensemble et voilà, et on a fait hey, hey, voilà. Et on a parlé et on a beaucoup rigolé et c'était très drôle. Il y en a eu, alors pas forcément durable, mais pendant quasiment 1 an, effectivement, après le Covid, on n'avait pas le droit d'être à plus d'1 comédien par studio, effectivement. On n'était que l'ingé son, le directeur artistique et un comédien, et on n'avait pas le droit à plus. Donc ça a demandé beaucoup d'organisation pour certains directeurs artistiques, surtout pour les ambiances, parce que j'en parlais tout à l'heure, les ambiances. En général, le directeur artistique, il va convoquer une dizaine de personnes, un après-midi entier, et puis ils font toutes les ambiances les unes après les autres, tous ensemble, pour faire les brouhahas et les choses. Et là, avec le Covid, ils étaient obligés, à chaque fois qu'il fait venir une personne des ambiances, de faire toute la boucle entièrement en disant une phrase, et puis après de faire un autre après qui va refaire toute la boucle pour refaire encore une ambiance, et après ils faisaient le mélange. Donc c'était plus de temps et c'était plus compliqué. J'en ai une. Moi, elle me fait rire, mais souvent en conférence, je fais un bide avec. Je me souviens parce que parfois on passe des essais, j'en parlais pour les rôles principaux, et donc j'étais venu passer un essai pour un jeu vidéo, je ne sais plus lequel, et donc j'arrive, et j'avais déjà doublé Natsu à l'époque. Et la personne qui dirige l'essai m'a dit, voilà, donc ça c'est ce personnage-là, et là tu as une petite liste des personnages pour un peu t'en inspirer, à quoi ressemble le personnage dans son jeu. Et dans les personnages, il y avait Natsu. Et je me suis dit, oh putain, c'est cool, hey, il y a Natsu dedans, hey, j'ai toutes mes chances, et j'ai pas été pris, voilà, donc c'était rigolo. Donc voilà. Ah, je ne l'ai pas mis aujourd'hui, je suis désolé du coup le t-shirt. J'ai mis un autre t-shirt, mais je peux vous montrer ceux-là, parce que j'en ai quand même quelques-uns. Alors, donc là j'ai mes principaux effectivement. J'ai Dabi ici dans My Hero, j'ai Arthur dans Fire Force, Ban dans les Seven Deadly Sins, Tadano Ito dans Komi cherche ses mots, j'ai Takumi Aldini dans Food Wars, Natsu dans Fairy Tail, Toge dans Jujutsu Kaisen, et là le petit c'est Toony dans Cartoon Network, c'était le présentateur du dessin animé de Cartoon Network, voilà, Toony de Toonytube. Voilà. Et puis sinon effectivement j'ai mon t-shirt avec tous mes personnages, enfin les principaux, les plus importants.
Celui-là, c'est une amie créatrice, graphiste, qui un jour m'a dit « Tiens, j'essaye de m'entraîner un petit peu, j'essaye de faire des goodies spécialisés pour les gens, ils me demanderont et puis je peux faire des caricatures. Et voilà, j'aimerais t'en faire un pour toi, pour qu'après tu puisses en faire une petite vidéo pour montrer le truc. » Et donc, elle m'a proposé ça et c'est vrai que je l'aime bien. Et l'autre t-shirt rouge avec tous les textes, ça c'était mon ex qui à l'époque… alors à l'époque, il faut savoir, il y avait eu un buzz où il y avait l'acteur Ian McKellen qui avait mis un t-shirt rouge avec marqué je suis Gandalf et Magneto, get over it, avec un t-shirt rouge. Et tu avais Harrison Ford où c'était l'inverse, avait répondu en disant je suis Yann Solo et Indiana Jones, get over it. Et donc, il s'était pas fait le combat. Donc, moi, le premier t-shirt qu'elle m'avait offert, c'était dans mes débuts. Donc, il y avait juste je suis Natsu et genre Léo Fitz. Et j'étais super content pour la blague. Et puis, au fur et à mesure du temps, je me suis dit, c'est rigolo de garder ça pour les conventions. Et à chaque fois, j'en ai refait pour rajouter tous mes rôles et tout ça. Et puis, au bout d'un moment, c'est devenu un truc avec une liste improbable. Et voilà. Donc, c'est de là qu'est partie l'anecdote.